La paille, c'est clairement l'isolant le plus dense du marché. On est même presque 2 fois plus dense que la laine de bois. Donc on voit que c'est un très très bon avantage pour le déphasage. Il n'y a jamais d'attaque de rongeurs, il n'y a jamais nidification de rongeurs dans les bottes de paille, alors que c'est très 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 souvent le cas dans du polystyrène, dans de la laine de verre, etc. La paille, c'est quasi gratuit, c'est même pas l'épaisseur du trait, hein, puisque une maison de 100 mètres carrés qu'on isole en paille mur et toiture, on est à peu près sur 600 bottes de paille, ce qui représente à peu près 1500 €. C'est quoi, je sais même pas si c'est le prix du carrelage de la salle de bain, quoi. Pour isoler 100% des murs et de la toiture, le prix de la paille, il est quasi négligeable. Après, là où il faut mettre du contexte, c'est qu'un matériau extrêmement peu cher ne fait pas une maison extrêmement peu chère. Ceci pour 2 raisons. Bienvenue dans La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir mon travail et ce podcast et partager ces contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous. Bon épisode. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, mais aussi un lieu d'inspiration et de ressources, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'Aymeric Prigent. Aymeric est ingénieur spécialisé dans la construction paille. Après une expérience de construction en Amérique du Sud, il décide de se reconvertir et de se consacrer pleinement à la réalisation de projets d'éco-construction avec des matériaux biosourcés et notamment la paille. Il participe ainsi au développement de la filière paille en France pour encadrer son usage et définir les règles de construction. On a longtemps échangé avec Aymeric et j'ai donc décidé de faire 2 épisodes pour vous transmettre l'intégralité de notre conversation. Dans cette première partie, Aymeric raconte avec de nombreux détails pourquoi la paille est un excellent matériau pour construire des bâtiments écologiques, confortables et performants. Il présente aussi les techniques de construction et répond aux idées reçues qui circulent autour de ce matériau encore méconnu de la plupart des professionnels du bâtiment. Dans la seconde partie à découvrir dans le prochain épisode, Aymeric raconte l'autoconstruction de sa maison en paille. Vous le verrez, construire en paille présente de nombreux intérêts, surtout lorsqu'on intègre les bons réflexes en conception et lors de la mise en œuvre. Un grand merci à Aymeric pour ce partage pointu sur la paille et ses utilisations. Je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Aymeric, bienvenue sur La Case Robinson. Bonjour, merci pour l'accueil. Je suis ravi de te recevoir au micro du podcast. Aujourd'hui, on va parler avec toi de construction paille. Pour la petite histoire, c'est Cédric, le cofondateur du réseau des chantiers participatifs Twiza qui nous a mis en relation. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre conversation avec Cédric dans l'épisode numéro 8 du podcast. Toi, tu as une grande expérience dans la construction paille. Tu es ingénieur et formateur pro paille. Tu as contribué au développement de la filière en France, au sein de l'association Approche Paille notamment. Alors la paille, c'est un matériau qui revient sur le devant de la scène ces dernières années, notamment grâce à ce travail fait avec Approche Paille et puis avec les règles professionnelles. Mais ça reste quand même un matériau assez méconnu. Donc on va essayer de faire un tour assez complet de ce matériau, quelles sont ses qualités, comment on peut l'utiliser dans le bâtiment. Et tu vas aussi nous éclairer sur quelques idées reçues qui circulent à propos de la paille. Il y en a, elles sont assez nombreuses, et certaines qui ont été véhiculées par des histoires populaires comme les Trois Petits Cochons notamment. Et pour commencer, peut-être pour bien préciser un peu ce dont on va parler, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est vraiment la paille telle qu'on l'utilise dans la construction? Alors, en effet, on parle assez facilement de dire construction paille comme ça, mais il faut préciser de quoi on parle. C'est qu'en général, on parle de construction avec des bottes de paille, parce que il y a de la paille dans d'autres systèmes constructifs. Alors, il y a toute la partie des toitures en chaume, par exemple, où suivant les parties du monde ou même d'ailleurs simplement en restant en France, on va avoir parfois l'utilisation de roseaux, parfois de paille de céréales. Et dans ces pailles de céréales, ça peut être aussi différents types de céréales, même si c'est plutôt majoritairement du seigle. Et donc voilà, ça c'est vraiment une famille à part, l'utilisation de la paille en termes de couverture, on va dire. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est fibre végétale dans les techniques de terre crue. Donc on peut retrouver de la paille dans des briques d'adobe, dans de la bauge, dans du torchis. Mais là, on est
vraiment plutôt dans la famille de la construction en terre crue, qui va utiliser de la fibre et qui peut être de la paille. Voilà. Donc, mais c'est pas du tout c'est pas en tout cas assimilé à des techniques de construction paille, même si parfois on peut faire des bâtiments dans lesquels on utilise les deux, mais c'est vraiment des mondes un peu à part en termes de technicité. Et donc finalement, la construction paille, c'est l'utilisation plutôt de bottes de paille dans la construction. Bon, il y a eu des évolutions un peu sur des questions de format, de fabrication, etc. Mais on reste sur cette idée-là. Et après, il y a maintenant des produits un peu connexes ou un petit peu différents qui se développent, puisque maintenant on a aussi des panneaux de paille compressés. C'est issu de machines qui font des tatamis en fait. Donc si vous voyez un peu quoi ça ressemble à un tatami, bah c'est ça, mais en plus épais pour pouvoir faire de l'isolation. Et il y a aussi les petits nouveaux qui font de la paille insufflée. Mais là aussi, en termes de technicité, c'est vraiment très particulier puisque la paille insufflée, ça va plutôt ressembler à ce qui se pratique dans les autres isolants insufflés, type ouate de cellulose. Ouais, sur ce sujet, sur la paille insufflée, donc on appelle aussi ça aussi paille hachée. J'ai reçu Nicolas Rabel de la société Yellow qui développe ce concept de paille hachée que l'on peut utiliser dans le bâtiment. C'est un des épisodes du podcast pour les personnes qui veulent aller plus loin sur ce sujet. Et peut-être une dernière précision aussi avant de poursuivre sur la paille pour vraiment les personnes qui découvrent un peu aussi ce matériau. Je me rends compte que parfois il y a une méconnaissance sur ce que c'est vraiment que la paille utilisée dans la construction par rapport à la céréale en elle-même. Il y a des confusions avec le foin, avec les graines, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle partie de la céréale est utilisée pour faire de la paille de construction? Oui. Alors, c'est à la fois simple, mais ça nécessite de préciser. C'est-à-dire que euh, le foin, c'est de l'herbe, la paille, c'est de la tige de céréales. Voilà. Donc après, en termes d'usage, si on revient à l'usage agricole initial, le foin, c'est de l'alimentation animale, alors que la paille, c'est pour mettre par terre, pour faire de la litière. Alors ponctuellement, les animaux peuvent manger un peu de paille, mais c'est pas l'alimentation des animaux, la paille. Voilà, c'est vraiment les deux usages différents. Le foin pour l'alimentation, la paille pour la litière. Et du coup, pas du tout la même origine, parce qu'il y en a qui c'est plutôt des herbes de prairie versus des tiges de céréales récoltées. Et ensuite, si on précise sur cette question de tiges de céréales, il va falloir que quand on récolte des céréales, alors que ce soit du blé, de l'orge, du seigle, ce que vous voulez, la moissonneuse, elle va passer dans le champ, elle va couper les pailles en entier et elle va ensuite battre pour récupérer le grain, parce que c'est plutôt ça la valeur ajoutée initiale pour le monde agricole. Et cette tige qui va être un sous-produit ou un coproduit de la culture céréalière, qui n'est pas l'objectif initial, mais qui a d'autres usages, donc en effet en litière ou d'autres possibilités quoi. Et donc finalement, nous dans la construction, c'est assez simple parce qu'on va utiliser simplement cette paille dans laquelle les grains ont déjà été récupérés, puisque c'était ça l'objectif de l'agriculteur. Et ensuite, elle est mise en forme. Elle peut être mise en forme parce qu'elle peut aussi choisir de ne pas être récoltée pour laisser au sol. Mais quand on choisit de la récolter, du coup, elle est mise en forme en botte. Après, du coup, il y a différents types de bottes aussi. Hein. Nous, en général, dans la construction, pour des raisons à la fois de dimension et de disponibilité, on va travailler plutôt sur ce qu'on appelle les petites bottes moyenne densité. C'est ce que vous pouvez voir dans les champs, ce qu'on appelle les petites bottes dans les champs. Après, éventuellement, il y a des grosses bottes qui peuvent être utilisées plutôt dans le monde de la paille porteuse. Et après, les bottes rondes qui sont pas utilisées directement, mais qui peuvent servir de matière première, notamment pour des entreprises qui vont refaçonner des petites bottes à base de ces bottes rondes qui vont être déroulées pour être remises en forme pour faire des petites bottes. Et éventuellement, du coup, avec des formats un peu différents de ce qu'on peut trouver classiquement dans les champs. Ok, merci pour ces précisions. C'était important en introduction de bien définir ce dont on allait parler. Je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours. Toi, tu as eu une première expérience en éco-construction, il me semble, en Amérique du Sud. Et ça t'a donné envie de poursuivre dans cette voie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette expérience et ce qui t'a poussé ensuite à te tourner vers la paille?
Alors, j'avais déjà eu une petite appétence pour la construction paille, terre, etc. à travers quelques lectures et vidéos. À l'époque, on est avant 2010, hein, donc je sais plus dire, ouais, mais je trouvais ça à la fois logique d'utiliser des matériaux locaux, ça avait l'air efficace, pas cher, etc. Mais bon, voilà, vraiment simplement en termes de dire, si un jour je dois faire une maison, je réfléchirai à ces questions-là. Et ensuite, bon, j'ai voyagé pendant assez longtemps en Amérique du Sud, enfin j'ai plutôt vécu en Amérique du Sud, et j'ai travaillé sur un premier projet où on a fait de la construction de maisons en bois. J'ai aussi construit une grosse passerelle, un pont en bois. Donc voilà, travailler ce matériau-là. Et ensuite, dans une autre région, j'ai travaillé sur une maison en construction terre. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment donné goût à ça, d'assembler des bouts de bois, de pratiquer de la matière. Et donc c'est ça qui m'a décidé à, quand je suis rentré en France, de faire une reconversion, parce qu'à la base j'étais moi, ingénieur en process industriel. Et donc j'ai repris une formation, j'ai fait une licence professionnelle en éco-construction, j'ai refait des formations plus spécifiques. Par exemple, j'ai fait la formation à la technique du grèbe, ensuite j'ai fait la propaille, etc. Donc voilà, je me suis spécialisé de plus en plus dans la construction paille. Mais oui, c'est venu de on va dire, de cette étincelle de se dire, ah, en fait c'est possible et pourquoi pas en faire mon métier. On va développer un peu tout ça et puis voir quelles sont les qualités et les façons d'utiliser la paille dans le bâtiment. Je disais en introduction, il y a plusieurs idées reçues qui circulent sur la paille. Certaines sont plutôt justes, certaines sont plutôt fausses. Je vais t'en citer quelques-unes et puis si tu veux bien, tu vas nous éclairer un peu sur le vrai et le faux de ces différentes états de fait. La première, par exemple, c'est la paille est un très bon isolant. Alors, réponse simple, oui. Réponse détaillée, oui, parce que justement, elle englobe plusieurs aspects d'un isolant et on a tendance à se focaliser uniquement sur les valeurs de conductivité thermique, le fameux lambda. C'est un peu l'alpha et l'oméga des évaluations des isolants, alors qu'en fait, la paille, mais aussi d'autres isolants biosourcés, vont avoir une capacité isolante qui va être nettement plus intéressante que simplement la question du lambda. Puisque en effet, bon, la conduction thermique, évidemment, plus on conduit, moins on est isolant, donc c'est quand même un facteur important. Hein, je dis pas que c'est à jeter, mais c'est un des facteurs. Après, il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs notamment de déphasage thermique. Donc là, le déphasage thermique, si on peut imager, le lambda, c'est le combien passe, combien d'énergie arrive à traverser votre isolant, et le déphasage, c'est à quelle vitesse. Et ça, c'est une caractéristique qui est plutôt intéressante pour le confort d'été. En phase hivernale, en fait, ça change pas grand-chose parce que on va dire qu'à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril-mai, bon, ça dépend un peu des régions, mais en gros, c'est ça l'idée. Votre flux thermique, il va tout le temps de l'intérieur vers l'extérieur. Il fait tout le temps plus chaud dedans que dehors. Donc finalement, à quelle vitesse ça s'enclenche ce transfert? Bon, c'est valable sur 15 jours en début de saison de chauffe et 15 jours en fin de saison de chauffe. À part ça, on est tout le temps dans le même sens, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt au déphasage. Par contre, en été, on va avoir des pics de température, des montées, des baisses. Et souvent, le déphasage, il est expliqué d'une façon qui est vraie, mais en fait non significative, qui est le fait comme son nom l'indique, on déphase, donc on décale dans le temps le pic de chaleur. Alors, c'est vrai, mais c'est un critère qui est finalement pas intéressant. Voilà, ça peut être choquant pour certains, mais en fait ça, on s'en fiche complètement. Parce que, et pourquoi je dis ça? Parce que si on fait ce raisonnement-là, on va dire le déphasage optimal, c'est 12 heures. Parce qu'on décale globalement de 12 heures, paf, on a le point froid au moment du point chaud et c'est mieux. Et voilà. Ok. Euh, Sauf qu'en vrai, c'est faux. C'est pas du tout 12 heures l'optimal. Plus le déphasage est important et mieux c'est. L'exemple absolu, c'est si vous prenez une bâtisse en pierre avec des murs de 60 cm en pierre, si vous calculez la résistance thermique de ce truc. La résistance thermique, elle va être 0,25, 0,3. C'est ridicule. C'est presque rien du tout. Par contre, c'est très lourd. En plus, il y a une capacité thermique importante de la pierre qui fait que
le flux thermique met énormément de temps à pénétrer la pierre. Et donc on voit qu'en quantitatif, bah oui, c'est énorme. La quantité de chaleur qui rentre dans le mur, elle est énorme. Mais elle va pas loin. Parce que gros déphasage. Et donc je vois bien que pour le confort d'été, avoir un déphasage de 45 heures, c'est mieux que d'avoir un déphasage de 12 heures. Ça, c'est vraiment purement, je prends cet exemple-là parce que c'est très intuitif, on va dire, de s'en rendre compte, parce qu'en général, on a tous eu un peu une expérience de ce genre de bâtiment. Et ensuite, le déphasage, en fait, l'autre chose qui est mal comprise et mal prise en compte, c'est que la plupart des gens, ils raisonnent jour-nuit. En fait, c'est pas du tout ce qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est pas le jour et la nuit. Ce qui est déterminant, c'est la durée pendant laquelle le soleil frappe une surface. Si le soleil frappe une surface, un mur clair, on va dire, que ce soit de la maçonnerie ou que ce soit un enduit, de la pierre, que ce soit plutôt clair, en été, si l'air il est à 35 degrés, 30 degrés, c'est la canicule, ok, mais la surface due à, la température de surface due à l'éclairement du soleil va plutôt monter à 50, 55, 60. Donc là, on voit que c'est plus du tout la même quantité de chaleur. Et donc là, ça va pousser beaucoup, beaucoup plus. Sauf que ça dure pas très longtemps. Ça, pour le coup, l'ensoleillement d'une façade, si vous prenez la Terre, en gros, on fait 360 degrés en 24 heures. Donc, on va aller une façade verticale, elle prend le soleil à peu près 8 heures. Parce qu'au début, l'angle d'incidence, il est très, très, très élevé. Donc, ça apporte quasiment pas de chaleur. Et une toiture, bon, vu que le soleil, il ne fait pas que dans le tour à l'horizontale, il monte. Donc, la toiture, elle va prendre un peu plus longtemps. Peut-être 10-12 heures, suivant l'inclinaison. Mais en tout cas, le raisonnement, c'est pas un raisonnement jour-nuit. Votre façade est, elle prend le soleil le matin, mais l'après-midi, allez, à partir du milieu d'après-midi, elle est plus exposée. Et ça pour toutes les façades, le sud, le matin, il prend pas, etc., etc. Et donc, on voit de une que ça dure moins longtemps, et de deux que c'est beaucoup plus intense que la question de la température de l'air. C'est ce qui fait que dans des endroits où il fait pas forcément très très chaud, si vous allez, je sais pas, en Bretagne, en Normandie, où il peut faire des températures plus clémentes, peut-être 25 degrés, c'est pas extraordinaire, 25 degrés, sauf que sous des ardoises, ça monte à 80. Et donc là, les combles habités sous les ardoises, ça peut faire mal. Donc c'est là où le déphasage il est intéressant, parce que il va faire en sorte que, comme pour mon mur de tout à l'heure, l'onde de chaleur rentre moins profondément dans le mur. Et donc, quand le soleil s'en va, la température de l'air va baisser assez rapidement pour le coup, et les températures de surface vont baisser assez rapidement, ce qui fait que l'onde de chaleur repart vers l'extérieur. Donc, le gros avantage du déphasage, c'est pas tant de décaler dans le temps, ça le fait, mais c'est pas le truc le plus important. Le plus important, c'est que plus le déphasage sera important, moins profondément sera rentrée l'onde de chaleur, et donc le plus elle repartira vers l'extérieur quand le soleil sera parti et quand la température aura baissé. Et ce déphasage, il est lié beaucoup, tu l'as dit, aux parois lourdes et à la masse volumique finalement de l'isolant. Et la paille, son intérêt, comme tu le précisais, c'est la paille en isolant, la botte de paille a une masse volumique qui est plus élevée que d'autres isolants qu'on peut voir plus conventionnels, et notamment le plus courant, la laine de verre, qui lui a une masse volumique beaucoup plus faible et du coup un déphasage est moins intéressant. En fait, il y a deux critères pour le déphasage. Il y a la question de la masse volumique, qui ça pour le coup on l'appréhende bien de notre expérience en général. Et il y a un deuxième sujet qui est la capacité thermique massique, ou la chaleur spécifique, des fois on l'appelle comme ça. C'est la quantité de chaleur qu'une certaine quantité de matière peut contenir. Ça pour le coup c'est pas du tout intuitif. Je prends souvent l'exemple de la laine de verre. La laine de verre c'est 800-840, mais une vitre c'est aussi 800 ou 840. C'est-à-dire que ça, c'est la chaleur spécifique du verre. Ensuite, une vitre et la laine de verre, c'est pas la même forme, c'est pas la même masse volumique, mais la chaleur spécifique est exactement la même pour une vitre que pour une laine de verre. Et alors donc pour le coup, ça c'est un peu, je dirais, on pourrait dire un hasard, mais il se trouve que les isolants biosourcés, que vous soyez en chanvre, en laine de bois, en paille, globalement, on a des chaleurs spécifiques qui sont nettement plus élevées que les isolants conventionnels type polystyrène, laine de verre et laine de roche. Donc non seulement on est plus dense, et en plus on a une meilleure chaleur spécifique. Et c'est vrai qu'après dans l'isolant, mis à part les fibres de bois denses qu'on utilise
rarement pour faire 100% de l'isolation, parce qu'il y a quand même des isolants assez chers, mais qu'on peut faire des compléments, toiture, des choses comme ça. Mis à part ça, qui est plutôt vraiment dense, qui est plutôt dans les 200 kg du mètre cube, la paille, c'est clairement l'isolant le plus dense du marché. On est même presque 2 fois plus dense que la laine de bois. Donc on voit que c'est un très très bon avantage pour le déphasage. Et après, il y a un dernier critère qui est le critère de l'isolation, qui est la question de la gestion hygrothermique, hygrométrique, hygrothermique. Bon, il se passe plein de phénomènes, notamment, c'est le cas typiquement du béton de chanvre, où si je regarde son lambda, en fait, c'est tout pourri hein, du béton de chanvre. Si on raisonne juste en lambda, personne n'en met, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est très 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 mauvais. Et pourtant, tous ceux qui habitent dans des bâtiments qui ont été rénovés avec du béton de chanvre sont unanimes pour dire que c'est très confortable et que ça fait des vraies économies d'énergie. Donc on voit qu'il se passe d'autres choses. Là, c'est vraiment le cas, un cas atypique, le cas du béton de chanvre. Mais dans la paille, on va pouvoir trouver des choses qui y ressemblent. Déjà parce que d'une manière générale, tous les biosourcés vont avoir cet aspect de transfert de vapeur d'eau, mais aussi d'inertie de vapeur d'eau. Et si on veut pousser cette qualité, c'est quand la paille va être recouverte d'enduit terre en intérieur, enduit terre et si possible des enduits terre fibrés. On va en plus avoir cette meilleure régulation de l'hygrométrie dans des bâtiments isolés paille avec enduit terre. Votre hygrométrie globalement elle est super stable toute l'année, il n'y a jamais de variation. Vous êtes tout le temps entre 50 et 65 en pourcentage d'humidité relative. Voilà. Et ce qui est justement parfait pour la vie humaine. Donc ça, c'est aussi une grosse qualité parce que certes, faut s'opposer au flux de chaleur, mais il y a aussi une question de confort intérieur dû à l'hygrothermie, l'hygrométrie du bâtiment. Et en plus de ça, il y a aussi des notions thermiques dues à l'absorption, désorption d'eau. Mais bon, là, on commence à être vraiment très compliqué. D'ailleurs, c'est un des gros sujets que le béton de chanvre essaye de prouver, d'avoir des chiffres là-dessus, mais c'est pas évident en fait. En fait, on sait que ça marche, on sait qu'il se passe quelque chose, mais on a du mal à mettre des chiffres en face en termes de transfert de chaleur. Ouais, bah alors c'est pas forcément le sujet du jour sur le confort de détailler plus, mais effectivement le confort thermique, c'est pas simplement la température de l'air dans une pièce, c'est pas du tout ça. C'est aussi tout un écosystème de phénomènes physiques liés aux matériaux qui sont mis en œuvre, liés effectivement à cette perspirance qu'il peut y avoir dans les parois, à l'effusivité des murs, etc., qui jouent sur le confort ressenti et la température ressentie. Et c'est ça qui fait que dans un bâtiment, notamment avec des biosourcés ou de la terre, on a un confort ressenti qui est très élevé, même si la température est la même que dans une autre maison avec simplement des parpaings. Deuxième idée reçue, une maison en paille présente un risque élevé d'incendie. Alors, pour une maison, clairement non. On peut dire ça comme ça assez facilement. Pour plusieurs raisons. Déjà, quand on pense incendie, tout le monde pense au bâtiment, alors qu'en fait, ce qui brûle, c'est ce qui est dedans. Hein. Ce qui est dangereux, c'est votre canapé et vos rideaux. C'est pas vos murs. Et ensuite, il y a des règles à respecter, il y a des normes sur les revêtements de façade, qu'est-ce que je mets à l'intérieur, etc. Et une maison, c'est quand même ultra light. À savoir quand même que la réglementation incendie, l'objectif initial, c'est sauver des gens. Donc dans une maison, c'est pas très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça les fameux détecteurs à incendie. En gros, c'est pour dire s'il y a de la fumée, vous sortez. Voilà. L'objectif numéro 1, c'est pas de sauver la maison, c'est de sauver les gens. Ensuite, sauver la maison, on a pas mal d'exemples de maisons paille qui ont subi des incendies, hein, ça existe quand même. Et globalement, on est sur des combustions qui sont extrêmement lentes, ce qui veut dire que les pompiers ont largement le temps d'intervenir. Je peux citer 2 exemples. Le premier, c'est une maison qui était aux Pays-Bas, où les habitants se disent tiens, c'est bizarre, ça sent un peu le brûlé, etc. Ils appellent les pompiers viennent, ils disent non, on voit rien, il y a rien. Ok, bon, les pompiers partent. Les gens dorment dans la maison.
Le lendemain matin, ils disent c'est quand même bizarre, hein. Ils rappellent les pompiers reviennent dire ah oui, en effet, il y avait de la combustion, donc c'est parti d'une prise, il y avait de la combustion dans les murs. Donc, vous vous rendez compte, la question de la vitesse, ils ont même réussi à dormir dans la maison alors qu'il y avait de la combustion dans les murs. Et l'autre cas, c'est un cas où justement ça a brûlé plutôt l'intérieur de la maison, pas le mur, c'est l'intérieur de la maison qui a brûlé. C'est une maison en technique grève le feu est parti, non je sais même plus d'où, donc je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas l'intégralité de cette maison à étage, tout a brûlé sauf les murs. À la fin, il restait que les murs debout, il y avait plus de charpente, il y avait plus de plancher, il y avait plus rien, il restait que les murs. Donc on voit que la construction paille présente pas un risque particulier pour ce genre de choses. Après, quand on travaille sur des bâtiments plus grands, avec des risques différents, on se pose aussi d'autres questions. D'ailleurs, les normes sont pas les mêmes, hein. Quand vous construisez, je sais pas, une école, quand vous construisez un hôtel, quand vous construisez des logements sociaux sur 10 étages, là, les notions de sécurité incendie sont plus du tout les mêmes. Mais à chaque fois, on a des réponses en fait. Il y a pas d'impasse sur la sécurité incendie. Globalement, on va gérer ça avec des écrans thermiques. Donc les écrans thermiques, ça va être classiquement, c'est des plaques de plâtre. Mais l'avantage de la paille, par exemple, c'est de pouvoir jouer sur des enduits, puisque on a des PV d'essai qui nous montrent que la paille enduite peut avoir une résistance jusqu'à 2 heures d'incendie. Et alors pour le profane, ça parle pas forcément, mais en fait c'est énorme, hein. Si je reprends le cas de ma maison, la maison on lui demande 30 minutes de structure et 15 minutes de protection de l'isolant. Donc vous voyez que 2 heures, hein, c'est dingue. En fait, jamais de la vie vous aurez 2 heures d'incendie avec juste vos meubles. Voilà, je prenais le cas le canapé, les rideaux, la table. Jamais de la vie ça brûle pendant 2 heures, ça, hein. Donc en fait, même sans l'éteindre, bah c'est bon pour vos murs, quoi. Du coup, bon, en tout cas, vous aurez toute la maison qui est détruite quand même, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas de risque particulier au fait d'utiliser de la paille à partir du moment où on respecte les réglementations incendie, qu'on met les écrans thermiques où il faut, que on fait ce qu'il faut aussi en termes d'intégration des boîtiers électriques, parce que la principale cause de départ incendie, c'est toutes les connexions électriques ou les appareillages électriques. Donc voilà, mais sinon non, il n'y a pas plus de risque que ça. Et j'avais entendu que le SDIS, donc les pompiers, souvent, ils disent qu'ils préfèrent des bâtiments en paille parce que justement, ils peuvent contrôler, on va dire, le temps de combustion parce que c'est très, très linéaire, très... Voilà, c'est une combustion qui est Alors, assez lente finalement parce que les bottes sont très denses, alors qu'une charpente métallique, ça prend moins vite, mais quand ça lâche d'un coup, on sait pas trop ce qui va se passer, quoi, par exemple. en réponse simple, on peut dire oui. Mais encore une fois, parce que leur objectif, c'est intervention, évacuer les gens, etc. Donc, en réponse simple, oui. En réponse plus complexe, on peut dire deux choses. La première, c'est OK, on a sauvé les gens. Par contre, sauver le bâtiment, c'est plus compliqué. Parce que le truc, c'est que s'il y a du feu qui a été pris, comment est-ce qu'on est sûr qu'il n'y en a pas un peu qui est rentré dans une fissure, c'est passé par un boîtier électrique ou ça, voilà, peu importe, une poutre qui rentre dans un mur, qui fait que le feu est rentré dans le mur. Et c'est ce qu'on appelle du coup après, c'est le phénomène des feux couvants, c'est qu'on a de la combustion lente qui est pas dangereuse. C'est pour ça que je dis que pour eux c'est plutôt cool parce que c'est pas dangereux d'un point de vue immédiat, mais il n'empêche qu'il faut l'éteindre un jour ou l'autre. Et donc leur problème dans l'intervention de ce genre de maison, c'est qu'ils sont obligés d'utiliser le côté sapeur des sapeurs-pompiers, c'est qu'ils doivent casser pour avoir accès, pour pouvoir arroser. Donc en fait, une maison qui aura subi un feu important, elle sera plutôt cassée par les pompiers que par le feu. Et donc ça c'est le deuxième point. Et après l'autre question, c'est quand je parle pas d'une maison et que je parle d'un bâtiment plus gros, il y a quand même un souci, c'est la question de la masse combustible mobilisable totale, qui fait que les feux de bâtiments bois, en effet, en termes d'intervention primaire, ils savent que ils ont un certain temps d'intervention plutôt cool, enfin plutôt cool, c'est relatif, mais en tout cas plutôt maîtrisé. Par contre, quand on est sur un embrasement généralisé, le problème c'est que plus l'incendie se développe et plus il va mobiliser de la nouvelle masse combustible qui est due à la structure même du bâtiment. Et donc c'est des feux qui sont beaucoup plus intenses que des feux de bâtiments en maçonnerie par exemple.
Et donc, si l'intervention n'est pas assez rapide sur le foyer primaire et qu'on part sur un embrasement généralisé, et ou si on n'a pas les moyens d'extinction adéquats parce que on savait pas que c'était un bâtiment comme ça et qu'on arrive un peu light et que le temps qu'on réagisse de ramener plus lourd, il y a pas. Du coup, on a des feux qui sont quand même plus intenses. Donc, je dirais voilà, en première approximation, ça va, mais en fait, quand on creuse et surtout quand on fait des bâtiments plus gros, ils sont quand même très vigilants les pompiers là-dessus. Autre idée reçue, une maison en paille est sensible à l'eau, par rapport à une maison plus conventionnelle en parpaing, par exemple. Alors il y a deux choses, peut-être trois choses, on pourrait dire sur l'eau. La première, hein, je pense à celle à laquelle tout le monde pense, c'est l'eau, c'est la pluie, hein, c'est l'eau liquide qui peut arriver par le ciel. Euh, oui et non, c'est-à-dire que en effet, la paille n'aime pas être mouillée, mais en fait, c'est pour ça qu'on a des règles de construction, c'est pour ça qu'on forme des gens, c'est pour ça qu'on utilise les bons matériaux au bon endroit pour que nos murs ne prennent jamais l'eau. Et dans ces conditions-là, on a des maisons paille qui ont plus de 100 ans et qui ne sont pas du tout dégradées. Si vous prenez la maison Feuillette qui est à Montargis, qui est a priori la plus vieille maison paille de France et d'Europe, elle a plus de 100 ans, c'est les enduits d'origine, c'est la couverture, elle a été changée quand même une fois en tuile mécanique, mais voilà. Il y a aucune dégradation, il y a aucun problème. Donc on voit que la pérennité de l'ouvrage, à partir du moment où vous respectez les règles de protection, il n'y a pas de sujet. Et je tournerai aussi la question dans l'autre sens, c'est qu'on s'est aussi beaucoup habitué à ce que les maisons dites conventionnelles prennent l'eau, mais on s'en fout. C'est-à-dire que combien de chantiers on voit où il y a de la laine de roche en façade qui est exposée aux intempéries pendant des semaines, voire des mois, et puis ensuite, hop, on met un bardage comme si de rien n'était. C'est aussi, moi j'ai eu des constructeurs au Saturbois qui étaient habitués à mettre de la laine de verre dans les parois. Quand ils font leur premier chantier paille, du coup on est méticuleux, on vient faire des contrôles, etc. On dit mais ok, il y a les murs, ils ont pris l'eau, comment ça se fait, comment vous avez protégé vos murs, etc. Ah ben on n'a pas protégé. Donc en fait, eux ça fait des années qu'ils font des bâtiments en bois, isolés en laine de verre, leurs murs ils sont remplis d'eau, ils s'en foutent. Voilà. Et moi souvent ce que je dis c'est que ce qui m'inquiète, c'est pas trop l'isolant, parce que l'isolant c'est de la non-qualité, mais ce qui m'inquiète c'est la structure. Et pour le coup, un mur ossature-bois qui a pris l'eau, même s'il est en laine minérale, certes, la laine minérale va pas se dégrader, enfin, c'est tout relatif d'ailleurs, pas se dégrader, parce que la laine de verre, elle va se tasser, elle va descendre, etc. La laine de roche, c'est un peu plus stable déjà. En tout cas, l'isolant va pas pourrir, si on veut dire ça peut-être, mais j'ai mouillé ma structure. Et si ma structure est mouillée, qu'elle moisit, là, je perds de la portance du bâtiment, ce qui est même un cran de gravité au-dessus quand même. Voilà. Et pour des bâtiments maçonnés, là pour le coup la structure c'est vrai est beaucoup plus robuste à l'eau. Si vous prenez un bâtiment en parpaing, en béton, en briques, s'il y a des infiltrations d'eau, alors au bout d'un moment il aime pas quand même, hein, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus résistant à ce genre de fuite sur la partie structurelle. Mais il n'empêche que pour tout le reste, pour tout ce qui va être capacité d'isolation, un isolant mouillé il isole pas. Que en plus ça va générer des moisissures, donc les moisissures dans l'air intérieur, enfin la qualité de l'air intérieur en France est quand même catastrophique hein, quand on prend les statistiques. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui fait que finalement les règles qu'on doit appliquer, ce seraient les mêmes pour n'importe quel type de bâtiment. Avoir une couverture qui fonctionne, avoir les bons revêtements de façade, c'est des choses qui mettent à l'abri. Et le dernier élément de l'eau, c'est la question de la migration de vapeur. Et ça, pour le coup, on va être généralement beaucoup mieux lotis avec des bâtiments ossature-bois et isolants biosourcés que des bâtiments dits conventionnels, parce que nous, en fait, on est un peu obligé de se poser la question justement de la gestion de cette migration de vapeur pour ne pas avoir de points de rosée et pour ne surtout pas avoir de moisissures dans nos murs. Donc nous, on y fait attention, alors que le bâtiment conventionnel, il y fait pas du tout attention. Et typiquement, le cas classique, c'est maçonnerie avec isolation thermique par l'intérieur. Par définition, la chute de température se passe dans l'isolant. Donc, on arrive au contact de la maçonnerie. Donc, on est côté intérieur de la maçonnerie. Et là, on a un choc thermique et on a de la condensation. Et ça, c'est le cas. Enfin, tous les gens qui ont fait de la rénovation, quand vous démontez des placos, des doublages derrière, quasiment toujours, votre maçonnerie, elle est moisie. Et tout le monde fait comme si c'était normal.
Mais maintenant, c'est pas du tout normal. Ça, c'est des sports, pour la qualité de l'intérieur, la qualité de l'air intérieur, c'est pas du tout bon, etc. Donc, maîtriser l'étanchéité à l'air et maîtriser le transfert de vapeur d'eau, c'est un point sur lequel on est beaucoup plus attentif globalement dans le monde des biosourcés, mais où sur la paille, on peut quand même dire qu'on était très en pointe parce que les règles professionnelles de construction paille, ça fait partie des premiers documents qui donnent des règles de migration très sérieuses sur les rapports de SD intérieur-extérieur, sur des valeurs aussi maximum extérieures, c'est-à-dire que maintenant, les règles du bois et des autres biosourcés ont intégré ces rapports intérieur-extérieur de 1 pour 5, la règle classique pour ceux qui connaissent. Mais il leur manque encore un aspect que pour l'instant, il n'y a que la paille qui stipule dans ces règles, qui dit, OK, c'est important d'être 5 fois plus ouvert à l'extérieur pour être sûr de laisser sortir l'humidité. Mais en plus, il faudrait rajouter que, OK, il y a un rapport, mais il y a aussi une valeur max à respecter. Et donc, bon, c'est toujours un peu arbitraire, mais en construction paille, on a dit qu'il fallait que le SD extérieur soit inférieur à 1 mètre. On aurait pu dire 0,8, on aurait pu dire 1,5, mais voilà, globalement, c'est autour de ça là qu'il se passe quelque chose. Parce que quand on parle de migration de vapeur, tout le monde, ceux qui savent un peu de quoi on parle, ils ont les rapports de SD. Et sauf que la chose qui est moins connue, c'est que la question de SD, les valeurs de SD sont linéaires, une valeur de 1, de 4, de 5, de 30. Voilà. Sauf que le transfert de vapeur équivalent pour ce SD, lui, n'est pas du tout linéaire. On est sur une échelle logarithmique et globalement, tout se passe entre 0 et 2, 3 mètres. C'est-à-dire que avoir un rapport de 1 à 5 entre, je sais pas, 50 à l'intérieur et 10 à l'extérieur, c'est un peu ridicule dans le sens où dans les deux cas, il y a quasiment rien qui passe. En quantitatif, il y a quasiment rien qui passe en humidité. Et le problème de faire ça, c'est que on s'expose aux fuites et aucun bâtiment n'est parfaitement étanche. Même quand on travaille l'étanchéité à l'air, quand vous faites un test d'étanchéité à l'air, vous n'êtes jamais à 0. Ce qui veut dire qu'il y a des micro-fuites à droite à gauche. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous êtes très fermé dedans et très fermé dehors? Ben, les fuites, elles, c'est une ouverture pure. Donc, ce qui va rentrer n'arrive pas à sécher ni à l'intérieur ni à l'extérieur. C'est pour ça qu'en règle de construction paille, on rajoute la condition de dire, dans tous les cas, à l'extérieur, le SD doit être inférieur à 1. Comme ça, on est sûr que ça sort. Bon, c'est un sujet assez technique, le SD, dans la composition de la paroi, mais c'est vrai que on voit souvent des murs à ossature bois avec, par exemple, un panneau OSB côté extérieur, en parement, en contreventement. Et le panneau OSB, il est assez fermé à la vapeur d'eau. Et c'est assez critiquable justement de faire comme ça. Il faudrait plutôt mettre éventuellement le panneau OSB côté intérieur ou alors avoir des panneaux de contreventement plus perspirants, quoi. Ouais, exactement. C'est un bon exemple. Hein. Je sais pas si tu veux que je rentre dans ce sujet-là rapidement, mais Bah, vas-y, oui, si ouais. tu veux compléter. Ouais. Alors en fait, le panneau USB, il est un peu limite parce que un panneau USB, ça va être justement au-dessus de 1, ça va être entre 1,5, 2, ça va dépendre de l'épaisseur, de la marque, mais voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis la limite à 1. C'est parce que le retour d'expérience montre que l'OSB, bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc ça dépend, il y a plein de critères pour que ça marche et ça marche pas. Hein. Il y a l'usage du bâtiment, il y a le climat, il y a plein de sujets qui font et l'étanchéité à l'air aussi d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas c'est pour dire que le 1 il vient un peu de là aussi parce qu'on sait qu'en retour d'expérience l'OSB extérieur malheureusement ça pose problème assez souvent. Et en plus donc la question c'est de se poser pourquoi est-ce qu'on met un OSB à l'extérieur. Et en fait cette réponse elle est plutôt basée sur un historique qui n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Parce que les murs ossature bois historiquement c'est des choses qui étaient assemblées sur chantier, hein, donc et d'ailleurs c'est toujours le cas en Amérique du Nord, ils font toujours l'ossature bois que sur chantier, où on assemble un cadre avec des montants intermédiaires, on pose des panneaux qu'on cloue et ensuite on les lève. Donc quand on va les lever, on va les lever vers l'extérieur, donc le panneau se retrouve à l'extérieur du bâtiment. Après on repose un plancher et on recommence à chaque étage, ce qu'on appelait l'ossature plateforme. Donc, en fait, ce mode constructif, quand je suis à deux ou, enfin, même si je suis plus nombreux, peu importe, mais si je suis juste avec mes mains et mon marteau sur un chantier, c'est assez logique de faire ça. Ça m'évite de retourner les murs. Plus, l'autre question, c'est le fait que ça vous met, alors hors d'eau tout relatif, parce qu'il n'y a pas encore de parapluie, hein,
mais on va dire que le panneau il est côté extérieur, donc ça vous permet de travailler avec de l'isolation en la posant par l'intérieur plutôt à l'abri. Donc il y a une certaine logique là-dessus. Sauf qu'en fait, ce mode constructif-là, aujourd'hui, en construction ossature bois, il est devenu quasi inexistant en France. Quasiment tous ceux qui font de l'ossature bois, si on compte en nombre de mètres carrés réalisés, on est sur plus de 90% qui sont faits en atelier. Alors dans le cadre où je suis fait en atelier, dans tous les cas, mon mur, je vais le retourner. Non seulement je vais le retourner, je vais le poser sur un camion, ensuite je vais le reprendre, je vais le gruter. Donc le faire tourner sur lui-même, c'est même pas une tâche. De toute façon, il va être retourné. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on continue à mettre les panneaux de contreventement à l'extérieur? Bah dans ce cadre-là, moi j'ai pas vraiment de réponse. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on continuerait à mettre les panneaux de contreventement à l'extérieur. Alors que on a le retour d'expérience qui dit bah ce panneau-là côté extérieur, il pose problème. Et côté intérieur, il peut me faire gagner de l'argent. Parce que si je le mets côté intérieur, ça veut dire que j'ai le droit, ça pour le coup c'est une des avancées de la dernière réforme du DTU 31.2 qui date de 2019, on peut assurer l'étanchéité à l'air par le panneau de contreventement. Et pourquoi je dis que ça peut faire gagner de l'argent, c'est que mettre des adhésifs, parce qu'il faudra quand même mettre des adhésifs entre les plaques, mettre des adhésifs entre les plaques, c'est a priori rapide, simple et qualitatif par rapport à déployer des membranes et faire tous les raccords sur chantier. Déployer les membranes en atelier, c'est quand même assez simple. Mais par contre, quand on arrive sur chantier, on a tout le temps des trucs qui se déchirent, donc faut les réparer. Donc si je compte tous les trucs qui ont été déchirés, réparés, les gestions des angles, des traversées, des machins, les tours de fenêtre, gérer avec de la membrane, en fait, c'est très chronophage. Donc j'ai payé une membrane, bon, qui est pas très très cher, mais mine de rien, j'ai payé de la membrane en plus. Et j'ai beaucoup de temps de main d'œuvre à faire une pose de membrane qualitative. Alors que mon panneau de contreventement peut m'assurer mon étanchéité à l'air. Après, ceux qui voudraient avoir des niveaux d'étanchéité à l'air très élevés, bah, ils vont juste changer le produit au lieu de travailler avec de l'OSB. On peut travailler avec des panneaux type vapor bloc, des choses comme ça qui sont plus dures et plus denses et plus étanches à l'air. Mais là, on parle de bâtiments qui chercheraient des performances vraiment très élevées. Et je rajouterais à ça, la question de la pérennité de l'ouvrage aussi. C'est que comme mon étanchéité à l'air, là pour le coup, peu importe mon mode constructif, quand l'étanchéité à l'air est assurée par une membrane, je suis à peu près sûr qu'en exploitation, l'occupant, il va la percer. Il va mettre des meubles, il va passer des câbles, il va remettre des prises, je sais pas quoi. Il va percer les membranes parce que derrière son revêtement intérieur, paf, direct, il tombe dans une membrane, donc direct, il la pète. Alors que si mon étanchéité à l'air, c'est du panneau, c'est quand même beaucoup plus pérenne. Autre idée reçue, une maison en paille est un parfait gîte pour les rongeurs et autres insectes nuisibles. Alors ça, je vais répondre de façon très simple. Qui a déjà démonté du placo dans une maison, est allé dans des combles isolés en laine de verre? En fait, les rongeurs, ils sont partout dans l'isolant conventionnel. Et ça a l'air de poser de problème à personne. Donc tout le monde s'inquiète de la paille, personne réalise que en fait il y a des souris partout dans les doublages en polystyrène, il y a des loirs dans les combles isolés en laine de verre, et pourtant on dit pas ah tu vas isoler en laine de verre, mais disons t'as pas peur d'avoir des loirs toi, hein? Donc c'est un peu bizarre cette question alors que il y a des rongeurs dans tous les isolants conventionnels. Et après la réponse c'est que inversement, le retour d'expérience montre que dans les bâtiments isolés en paille, il n'y a jamais de rongeurs dans les murs. Ça, c'est dû principalement à deux choses. La première, c'est qu'il y a pas de grains ou très très peu de grains, puisque l'agriculteur, son but, c'était justement de récupérer les grains. Donc, il n'y a pas vraiment de couvert, on va dire. Entre le gîte et le couvert, là, il n'y a pas le couvert. Et en termes de gîte, bah, c'est très pénible à creuser de la paille, en fait. Ça, pour le coup, c'est la question de la densité du matériau. Et une botte de paille qui respecte la bonne densité pour la mise en œuvre construction, elle est beaucoup plus pénible à creuser. Alors ils peuvent le creuser, hein. Les rongeurs, ils arrivent à creuser des trucs assez dingues, donc ils pourraient les creuser, mais apparemment ça les intéresse pas trop. Voilà, ce qui fait foi de toute façon, c'est le retour d'expérience qui montre que il n'y a jamais d'attaque de rongeurs, il n'y a jamais nidification de rongeurs dans les bottes de paille, alors que c'est très 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 souvent le cas dans du polystyrène, dans de la laine de verre, etc. Idée reçue suivante, une maison en paille n'est pas assurable. Alors pour la réponse de l'assurance habitation,
Pour moi, la réponse la plus simple, c'est de dire à quel moment est-ce que votre assurance habitation vous demande en quoi est construite votre maison. Moi, j'ai déjà eu des contrats d'habitation, on m'a jamais posé la question. Donc, enfin, et après le retour aussi, hein, pareil. Moi, j'ai jamais entendu personne qui avait eu un problème pour s'assurer. Alors peut-être que c'est déjà arrivé, hein, je suis pas omniscient, hein, mais a priori, l'assurance habitation, elle sait pas si votre maison elle est en bois, en parpaing, et déjà a priori, si vous posez une question, ce serait plutôt une question sur la structure que sur l'isolant. Donc voilà. Après, non, voilà, pour moi, il y a pas plus que ça à dire. Et après sur la question de l'assurance décennale, de toute façon, c'est un fait juridique que tout constructeur a la responsabilité décennale de ce qu'il construit. Et on entend par constructeur ceux qui conçoivent et ceux qui mettent en œuvre. Donc ça veut dire que l'architecte, mais aussi les différents bureaux d'études, s'il y en a, toutes les entreprises qui vont travailler sur le chantier, de fait, ils sont responsables en décennale. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que le décennal, c'est pas une question de dire, des fois on entend parler de ça, des gens qui disent ah mais je vous fais une décharge. Ça n'existe pas. Le code civil, il est très clair, il dit celui qui construit, il est responsable. Et ensuite, on a la question de l'obligation d'assurance, qui là c'est plutôt la loi Spinetta, qui dit que ce type de responsabilité, elle est de 10 ans et il faut s'assurer pour ça. Donc, de toute façon, un professionnel, il a l'obligation légale de s'assurer pour le faire. Et s'il le fait pas, en fait, il se met en défaut, mais d'un point de vue au-delà de la question contractuelle avec son client, il se met en défaut d'un point de vue pénal, parce qu'il enfreint la loi. Mais c'est peut-être aussi le moment de préciser qu'aujourd'hui, la construction paille, elle est encadrée par des règles professionnelles et que du coup, les assureurs acceptent d'assurer, de proposer des contrats d'assurance aux professionnels. C'est ça, ouais. En fait, même en général, il y a pas forcément besoin de le préciser, parce que oui, pour l'assurance décennale, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais la majorité des contrats, ils disent que tant que vous construisez en technique courante, vous avez rien à dire. Et si vous faites de la technique non courante, alors il faudra poser la question. Et en effet, vu qu'on a les règles professionnelles pour l'utilisation de la botte de paille en isolant et en support d'enduit, dans ce cadre-là, vous êtes en technique courante, et donc les professionnels sont de fait assurés. Alors ça, c'est très vrai pour tous les métiers de la conception. Pour ceux de la mise en œuvre, ça peut être un peu plus précis parce que, par exemple, quand vous êtes charpentier, votre assureur, il peut mettre enfin, il peut préciser pour quel type de travaux vous êtes couvert. Par exemple, vous pouvez très bien être couvert pour faire des maisons ossature bois, mais ne pas être couvert pour faire de la réhabilitation, de la rénovation de charpente ancienne, ou inversement. Donc du coup, dans ce genre de contrat un peu précis sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire, dans ce cadre-là, c'est quand même mieux si c'est précisé dans le contrat d'assurance qu'il y a l'isolation paille. Mais a priori, ça pose pas de problématique particulière, justement parce qu'il y a des règles pro et que justement c'est en technique courante. Après, il existe aussi d'autres techniques de construction paille qui sont hors des règles pro actuelles, qui seraient en technique non courante, notamment la paille porteuse, l'ITE, ou même de la construction qui est simplement isolant et support d'enduit, mais qui outrepasserait le domaine d'emploi actuel, sur de la hauteur, sur des typologies de bâtiments ou sur des choses comme ça, qui du coup nécessiterait de valider avec l'assureur le fait que ok, on va construire ce bâtiment, on est en technique non courante, et l'assureur doit du coup valider et s'engager sur cette technique en particulier. Donc, une autre idée reçue, c'est la paille est un matériau pas cher. Alors ça oui, c'est une bonne idée reçue. La paille, c'est un matériau pas cher. On peut presque dire dans un bâtiment, la paille c'est quasi gratuit. C'est même pas l'épaisseur du trait, hein, puisque sur une maison, on prend l'exemple d'une maison de 100 mètres carrés, parce que ça représente un peu une maison moyenne que tout le monde a à peu près en tête, hein, un truc qui ferait voilà, sur un étage, qu'on isole en paille mur et toiture. On est à peu près sur 600 bottes de paille. Ce qui représente à peu près 1500 euros. Donc 1500 euros, c'est quoi? Je sais même pas si c'est le prix c'est le prix du carrelage de la salle de bain, quoi. Donc c'est pour isoler
100% des murs et de la toiture. On est sur quasiment rien, donc en effet en matériaux. Et je rajouterais même, si on va creuser plus loin dans le monde de l'agriculture, en fait la paille, elle ne vaut que le temps et le carburant pour la ramasser. Et là, on parle même en prix à la tonne, où on est sur du 80 à 100 euros la tonne. Voilà, ça vaut quasiment rien. Après, ce qu'on paye, c'est le ramassage, l'acheminement, le stockage. Voilà, c'est ça qui va rajouter. Mais bon, si je raisonne à mon échelle de chantier, le prix de la paille, il est quasi négligeable. Après, là où il faut mettre du contexte, c'est que un matériau extrêmement peu cher ne fait pas une maison extrêmement peu chère. Ceci pour deux raisons. La première, déjà, c'est parce que les parois, par exemple les murs, dans un budget de maison classique, ça représente à peu près 15 à 20% du budget. Donc, et là-dedans, moi, je parle que du prix de l'isolant. Donc, même si mon isolant, allez, admettons qu'il représente 5% de mon opération, ce qui serait déjà beaucoup, 5%, même si je divise par 10, bon, bah, c'est pas la révolution sur mon coût de construction. De toute façon, mes fondations, c'est les mêmes, mes fenêtres, c'est les mêmes, mes couvertures, c'est les mêmes, mes revêtements extérieurs, c'est les mêmes. Donc, bon, c'est pas ça qui fait ça. Et deuxième chose, c'est la question de l'équilibre entre coût matériaux et coût main d'œuvre. Et donc là, pour le coup, ça dépend énormément du mode constructif, quel type quel mode constructif on va mettre en œuvre, et éventuellement la question de l'autoconstruction. C'est que, en effet, quand je fais de l'autoconstruction, que du coup je ne paye pas ma main d'œuvre, dans ce cas-là, avoir des matériaux extrêmement peu chers, je vais avoir un levier énorme d'économie. Voilà. Après, quand on travaille pour du chantier professionnel, c'est pas, enfin voilà, du coup le coût matériaux en lui-même n'est pas du tout significatif. Ce qui est significatif, c'est tout le reste, donc c'est le coût de la structure, c'est le coût de la main d'œuvre, c'est le coût des revêtements, etc., qui fait que on peut pas dire un bâtiment paille est moins cher qu'un bâtiment conventionnel. D'ailleurs, on est plutôt en général accusé de l'inverse. Et moi, ma réponse, c'est que on peut être équivalent, voire un peu moins cher, en étant plus performant, si on y réfléchit bien. Il y a plein d'exemples en fait de bâtiments qui sont extraordinaires d'un point de vue technique et qui sont dans les fourchettes, voire en bas de la fourchette des prix du bâtiment conventionnel, mais parce qu'il y a eu pas mal de préparation et du jus de cerveau en amont. Et l'économie d'un projet, on pourra en parler longtemps, hein, mais c'est loin d'être juste les matériaux. Et c'est aussi une grosse partie de ton activité, justement, d'accompagner les porteurs de projets dans cette préparation, dans cette conception précise de la construction, de la conception paille, pour que, justement, on puisse trouver atteindre une bonne performance, un bon confort avec ce matériau. Bah c'est vrai que j'ai pas mal d'exemples, moi, de ces sujets-là. Après, je sais pas si tu veux que je donne quelques exemples, mais Ouais, vas-y. ouais. Bah, parce que oui, en effet, moi, je travaille donc soit en assistance à maîtrise d'ouvrage ou soit dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, en assistant maîtrise d'œuvre, voire en BET façade. Et j'essaye justement d'avoir cette vision macro sur les systèmes constructifs utilisés et les équilibres économiques qu'on peut avoir. Et j'ai aussi la formation de concepteur Passive House qui me permet d'avoir cette vision, cette approche du bâtiment aussi en coût global. Je vais donner plusieurs exemples un peu concrets parce que on va dire l'idée du Passive House historiquement, c'est de dire que à force d'améliorer l'enveloppe, j'ai un bâtiment qui est tellement performant que je vais avoir un gain économique de travaux parce que je vais enlever la chaudière. En gros, j'enlève le chauffage central et ça m'économise plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Et ça justifie le fait que j'ai surinvesti dans mon enveloppe. Ça, on va dire, c'est le raisonnement de base. Ensuite, moi, appliqué sur des projets, ce que je vois, c'est que le modèle Passive House historique qui a été pensé sur des critères et des seuils de maisons individuelles, en fait, on arrive à avoir cet équilibre économique sur des projets différents, dans des climats différents qui soient pas exactement au même niveau, mais en respectant ce mode de pensée, cette réflexion. Donc, l'équilibre économique, il peut se trouver à d'autres endroits.
Et là, je parle juste de la partie travaux et ensuite on pourra parler de la question exploitation. Sur la partie travaux, moi j'ai un exemple logements sociaux, on faisait 8 et 2, donc 8 petits appartements en R+1, un truc assez modeste, mais où il y avait une ambition du maître d'ouvrage d'aller travailler sur une enveloppe performante parce que justement il voulait tester des hypothèses à l'époque on était sur le label E+, C-, euh, et de voir un peu ce que ça donnait en termes d'économie mais aussi de gestion de chantier, etc. Donc on avait une enveloppe bien isolée, mais on restait quand même sur des fenêtres en double vitrage et VMC simple flux, par exemple, pour donner deux critères, notamment des gens habitués au passif, qui pour le coup là ne l'étaient pas. Mais le niveau de performance du bâtiment a été tel que, au lieu de faire ce qu'on fait d'habitude dans tous les logements sociaux, c'est-à-dire qu'on met une chaudière par appartement, bah on a pris une seule de ces chaudières-là, la même modèle, même puissance, on la met dans le couloir, ça devient une chaudière collective, collecteur collectif qui fait 30 cm de large. Et donc, alors faut quand même rajouter un ballon tampon, pardon, pour les questions de douche. Si tout le monde prend sa douche en même temps, faut mettre un ballon tampon, mais bon, un ballon tampon, ça coûte 200 €. Donc voilà, c'est pas trop un énorme sujet. Donc on est passé de 8 chaudières à une. On divise par 8 la quantité de chaudières. Alors en réseau, c'est à peu près équivalent, peut-être même un petit peu plus de réseau, mais c'est pas la révolution parce qu'il faut distribuer quand même dans tous les apparts. Et donc ça fait un gain d'environ 35 000 € sur l'opération. Donc ça, où je dis, ah, ok, j'ai choisi d'investir dans une enveloppe performante, mais grâce à ça, j'ai économisé sur le système. Et pourtant, vous voyez, on reste sur un système avec un chauffage, avec des radiateurs. On n'est pas encore dans de la Formule 1, quoi. Et je retombe sur mes pattes au niveau coût de travaux. Et à ça, faut rajouter derrière les coûts d'exploitation. Là, en l'occurrence, c'est un bailleur, donc le bailleur, lui, il paye pas les consommations, donc il peut pas vraiment s'y retrouver en termes d'économie d'énergie sur le long terme. Par contre, c'est lui qui paye la maintenance et l'entretien. Donc, au lieu de venir faire un check dans 8 appartes, de prendre des rendez-vous avec 8 locataires différents à des moments différents, etc., là, il vient quand il veut dans son local technique. Il en a pour voilà, un créneau fixe et maîtrisé. Première chose. Et ensuite, vu qu'il en a qu'une seule, bah, on divise par énormément le coût d'entretien, plus la question de la durée de vie. C'est-à-dire que là, typiquement, le bailleur social, c'est plutôt un bon exemple parce que c'est quelqu'un qui va exploiter son bâtiment sur plusieurs décennies. En général, il prévoit sur au moins 40, 50 ans, voire plus. Et donc, le fait de se dire, bah, ma chaudière, elle va pas durer 50 ans. Ça, c'est sûr. Donc, la question, c'est est-ce que dans 15, 20 ans, je change 8 chaudières ou est-ce que j'en change une? Donc, on voit que même en coût à moyen, long terme, c'est vachement intéressant, ce type de raisonnement. Et donc, c'est comme ça qu'on fait des bâtiments économiques. Un autre exemple, si j'ajoute les coûts d'exploitation, là, ça date de la semaine dernière. Je travaille sur un projet de mosquée où l'idée c'est justement de faire un bâtiment qui soit passif, permaculture, etc. Et on a fait les comparatifs en termes d'économie. Faire une mosquée verte, écologique, etc. versus faire un truc standard à pas cher. Le truc standard à pas cher, en effet, les coûts de travaux, on est beaucoup moins cher. Mais si je commence à regarder l'exploitation sur 30, 40, 50 ans, en fait, en comptant les coûts de chauffage et les coûts d'entretien, eh ben, je suis 25% moins cher avec mon bâtiment écologique. Donc, quelqu'un qui paye les factures, en fait, il a un gros intérêt à aussi réfléchir à ça. Mais tout ça, ça s'étudie. Hein. Après, il n'y a pas de formule magique. Chaque projet doit être étudié, regarder les coûts de telle option, les coûts de telle option, en coût de travaux, en coût de maintenance, en coût de consommation, et voir où est-ce qu'on arbitre et qu'est-ce qu'on fait comme choix. Une autre idée reçue qu'on a sur la paille, c'est donc la paille, ça a l'air d'être un matériau très pertinent, très intéressant pour le bâtiment, mais si on utilise maintenant que de la paille pour isoler tous les bâtiments qui sont construits ou rénovés en France, il n'y aura plus de paille pour le bétail, pour l'agriculture, etc. Donc il y a une compétition finalement entre ces filières sur cette ressource paille. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement on a un gisement qui est suffisamment important pour satisfaire tout le monde? Je vais faire, je pense, une réponse assez courte.
La réponse est que on en a largement assez. On pourrait isoler 80% des bâtiments en France en paille, que on aurait toujours assez de paille, et encore après on pourrait se poser les questions de priorisation d'usage. À cet effet, je vous invite à aller sur le site du RFCP, le Réseau français de la construction paille, qui a fait là tout récemment les fiches ressources nationales et déclinées par région, qui expliquent très bien les quantitatifs, les usages, les pourquoi, les comment. Et donc voilà, la réponse elle est que on en a autant qu'on en veut. Pas de problème. Et ça ne met absolument pas en péril et absolument pas en concurrence avec les autres usages. Merci Émeric pour ce tour d'horizon là du matériau paille. On a fait un bon tour. Je te propose qu'on passe sur un sujet connexe qui est l'autoconstruction et la construction de ta maison, qui est une maison passive en paille. Ça permettra aussi un peu d'illustrer la façon dont tu abordes tes projets, et puis comment on peut utiliser la paille dans un projet comme ça, pertinent, performant, confortable. Voilà, c'est la fin de cette première partie consacrée aux matériaux paille et ses applications dans la construction. Pour découvrir la suite de notre conversation, et notamment la maison en paille autoconstruite par Émeric, rendez-vous au prochain épisode. Encore plein de conseils et de retours d'expérience pour vous inspirer sur votre projet. Je vous donne donc rendez-vous pour la seconde partie de ce double épisode consacré à la paille. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.